Je remercie donc l'association, l'association des pneumologues privés de Rabat et région pour l'invitation. C'est un énorme plaisir pour moi donc d'être parmi vous. Je remercie donc merci. Merci. Les laboratoires GSK donc qui m'ont permis donc d'être là aussi avec vous. Donc, on va parler donc de l'étude Salford Study. Donc Salford c'est une ville au Royaume-Uni, donc une ville du sud du Royaume-Uni. Là donc les patients sont à la naissance enregistrés et suivis donc de façon électronique. Chaque événement de santé est marqué sur un registre électronique. C'est pourquoi donc ils ont choisi cette ville de Royaume-Uni. Voilà, en attendant, c'est une étude randomisée. Et contrôlée. C'est une étude. Merci. Voilà, je vais essayer de voir. Ça, merci. Donc, Salford Study dans l'AS, parce qu'il y a le Salford Study Salford Lung Study dans la BPCO, donc on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc, on va parler uniquement d'études sur l'asthme. Alors, le Salford Study est une étude contrôlée, randomisée phase 3 multicentrique ouverte. L'objectif essentiel de cette étude est de comparer l'efficacité et le profil de tolérance d'une thérapeutique initiée par forward de fluticasone avec le vilanterone, donc on va dire simplement le Relvar pour être plus rapide, avec le traitement d'entretien habituel de l'asthme sur une période de 52 semaines, donc sur une année. Tous les patients éligibles atteints d'asthme dans les 66 sites de soins de santé primaire. Donc, c'est les malades qui sont pris au niveau, on va dire, chez nous, des centres de santé, donc suivis par des médecins généralistes dans et autour de Salford et de South Manchester, au Royaume-Uni, ont été identifiés à partir de bases de données. Donc, ils ont une base de données dès la naissance et ils sont invités à participer à l'étude par leur médecin généraliste traitant. Alors l'objectif principal de l'étude, parce qu'il y a des objectifs secondaires, est étudier le contrôle de l'asthme par l'ACT, l'asthma control test, à la semaine 24, c'est-à-dire à mi-chemin, donc dans la population primaire de l'analyse d'efficacité, on va définir cette population. Alors, c'est quoi donc la différence entre cette étude et les études randomisées, contrôlées, donc traditionnelles? Généralement, dans les études, on va voir, c'est ici, le pointeur. Le milieu? Non, c'est le milieu. Ouais. Le branche apparemment derrière. C'est bon, ça arrive, très bien, merci. Milieu. Très bien, merci. Voilà, donc, plutôt de ce côté. Donc, l'étude traditionnelle, donc les études randomisées contrôlées traditionnelles, donc ils vont étudier surtout l'efficacité, généralement d'un médicament, dans des conditions très contrôlées. Donc les critères d'inclusion vont être très sélectifs pour sélectionner un patient qui peut-être probablement ce médicament, donc le malade va répondre à ce médicament. Par contre, le Salford Lung Study, c'est une étude de l'efficience, donc va étudier l'impact d'un médicament dans des conditions de vie normales, dans des conditions d'utilisation normales, proches de la pratique quotidienne. Donc la sélection va être moins sévère, donc on va prendre la plupart des malades. Nous avons quand même des critères d'inclusion, nous avons des malades avec des comorbidités, etc. Alors justement, donc les critères d'inclusion que nous avons pris, qu'ils ont pris dans cette étude, c'est les sujets adultes, plus de 18 ans,
les malades qui sont diagnostiqués comme asthme par leur médecin généraliste, qui prennent un traitement donc au-delà du palier 1, donc au palier 2 au plus de l'asthme selon la classification GINA. Donc ils prennent soit de la corticothérapie inhalée seule, soit l'association corticothérapie inhalée plus bronchodilateur longue durée d'action. Et bien sûr, il faut signer le consentement. On va éliminer tout malade qui a un asthme grave, tout malade qui a une BPCO ou suspicion de BPCO, tout malade, bien sûr, qui prend les LABA seuls, donc les bronchodilateurs longue durée d'action seuls. En principe, ça ne doit pas exister dans l'asthme, bien sûr. Si le malade a un stade, un asthme qui nécessite la prise de la corticothérapie au long cours, ou bien sûr les malades qui ne sont pas en mesure de terminer l'étude pour des problèmes de santé ou bien de troubles psychiques ou autres. Alors bien sûr, le RELVAR qu'on va utiliser, qui est utilisé dans cette étude, donc se base sur l'inhalateur Ellipta que vous connaissez, Ellipta, avec plusieurs études sur Ellipta qui montrent qu'il a une préférence élevée pour les patients, moins d'erreurs critiques par rapport à d'autres inhalateurs. C'est un inhalateur qui est facile à utiliser, donc on fait apprendre aux malades facilement. Et c'est un administrateur, c'est un médicament qui est pris une seule fois par jour parce qu'il couvre les 24 heures. Donc c'est le seul pour le moment qui est pris pendant 24 heures. Alors le design de l'étude, c'était quoi? Alors c'était donc la question auquel on va répondre, c'est est-ce que le RELVAR donc, est plus efficace plutôt plus efficace pour la poursuite du traitement habituel, par rapport au traitement habituel que prenne le malade. Alors pour cela, donc, nous avons recruté dans 4233 patients qui bien sûr répondent aux critères d'inclusion. Et parmi ces malades, donc, en pré-randomisation, il y a 36% qui prennent la corticothérapie inhalée seule et donc 2 tiers qui vont prendre l'association bronchodilateur longue durée d'action avec la corticothérapie inhalée. Et là, on va randomiser en deux bras. Le bras de Relval, donc furoate de formoterol plus vilanterol, et le bras de traitement habituel. Et généralement, on va voir le malade pendant, bien sûr, à J0, donc on va voir le malade 3 fois. Donc on va le voir à la 2e semaine, à la 24e semaine, et ça c'est le moment donc, de l'évaluation du critère principal de l'étude. Et bien sûr, on va voir aussi le malade à la 40e semaine et la 52e semaine en fin de traitement. Alors là, on va seulement téléphoner au malade à la 2e, la 24e, la 40e semaine. Par contre, à la 24e et à la 52e semaine, on doit voir le malade, c'est-à-dire en consultation. Voilà, donc le design de l'étude, c'est ça. Donc, la première visite, c'est la visite donc, de recrutement. À la visite 2, le patient remplit donc l'ACT, l'asthma control test. Le médecin généraliste va déterminer la thérapie d'asthme du patient que doit prendre. Donc, est-ce qu'il doit ajouter donc, des médicaments, diminuer ou rester donc, selon généralement les recommandations GINA. À partir de ce moment-là, sur la base de cette décision, le médecin généraliste donne sa prescription pour le patient. Ce qu'il doit recevoir en principe s'il ne rentre pas dans l'étude, c'est la prescription prévue. Donc il voit le malade, il l'examine, etc. Et à partir de ce moment-là, on va randomiser les patients. Donc la prescription prévue et l'ACT, le score. Alors on a déterminé 3 tranches, soit un ACT supérieur à 20, donc c'est un malade qui est totalement contrôlé, soit entre 16 et 19, malade peu contrôlé, ou bien inférieur à 15, malade non contrôlé, vont être utilisés. Donc la prescription plus le score ou la tranche de l'ACT vont servir pour randomiser nos patients pour avoir donc des bras plus ou moins égaux. Donc ça va servir pour la randomisation et à partir de ce moment-là, nous avons 2 bras. Le patient qui va, donc si randomisé à RELVAR, le patient reçoit le RELVAR. Si randomisé soit habituel, donc il va recevoir ce qu'il devait recevoir ici. Donc sinon, on va changer vers le RELVAR. Donc il y a 2 bras. Voilà, donc nous avons, donc, pour définir les populations, donc nous avons la population de tout sujet inclus dans l'étude, donc c'est le patient
qui vont donc répondre, donc les patients, cette population est définie comme étant tous les sujets examinés, donc, nous avons eu un consentement pour lequel un dossier existe dans la base de données de l'étude. Et il y a la population en intention de traiter, dans ce qu'on a dit tout à l'heure, donc les malades qu'on va traiter, mais ce qu'on va analyser, c'est la population d'analyse d'efficacité primaire, c'est les malades qui ont un ACT inférieur à 20. Sinon, les autres patients qui ont un ACT supérieur à 20 sont déjà contrôlés. Donc, il faut bien sûr voir surtout, donc on va surtout un focus sur cette population d'analyse de l'efficacité primaire, donc les malades qui ne sont pas contrôlés, est-ce qu'ils vont répondre ou non à cette association. Alors, on va utiliser comme moyen de mesure, bien sûr, l'asthma control test que vous connaissez, qui est approuvé par les sociétés savantes, approuvé par le GINA. Bien sûr, comme vous le connaissez, il y a 5 items dans l'asthma control. Un item qui parle donc de l'activité ou de la limitation de l'activité. Est-ce que le malade est essoufflé? Est-ce qu'il est dyspnéique? Est-ce qu'il y a des réveils nocturnes? Est-ce qu'il utilise beaucoup donc, les médicaments de secours, les bêta-2 de courte durée d'action? Et puis le jugement global. Est-ce que vous dites que votre asthme est contrôlé, bien, moins bien, etc. Donc à partir de ce moment-là, nous avons, c'est-à-dire les questions, c'est durant les 4 dernières semaines, est-ce que vous avez ces signes cliniques? À partir de ce moment-là, bien sûr, le malade, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il est bien contrôlé, peu contrôlé ou mal ou non contrôlé? Donc la différence, ce qui est prouvé, on va le voir avec des études, la différence minimale cliniquement importante est de 3 points. C'est-à-dire, pour sentir que le malade est amélioré, il faut au moins augmenter de 3 points cet ACT. Donc on va voir, d'ailleurs l'étude va se baser sur ça, augmenter donc l'ACT au moins de 3 points pour avoir un effet cliniquement ressenti par le patient. Alors, donc les mesures, donc le pourcentage, ce qu'on va mesurer, c'est le pourcentage des sujets qui ont un score total d'ACT supérieur à 20. Donc on se rappelle qu'avant l'étude, les malades qu'on a pris dans la population d'études d'efficacité primaire, c'est les malades qui ont un ACT inférieur à 20. Donc là, on va voir le pourcentage de malades qui auront un ACT supérieur à 20, c'est-à-dire des malades contrôlés, ou bien le pourcentage de malades qui ont augmenté au moins de 3. Donc le nombre, par exemple, était à 14, il devient à 17. Donc ça va être senti par le patient, il y aura une amélioration. Donc à 6 mois, c'est-à-dire à 24 semaines d'évaluation. Et une augmentation de 3 points sur le score a été choisie comme un composite puisqu'il a été validé comme une différence significative cliniquement, comme j'ai dit, importante dans le contrôle de l'asthme. Voilà, donc alors, la randomisation et la stratification. Donc voilà, donc nous avons 1308 peu contrôlés et 1017 malades. Cette population qu'on va analyser donc, avec des bras presque équivalents, donc entre corticothérapie inhalée et association corticothérapie inhalée et bronchodilatateur longue durée d'action. Alors, l'asthma control, donc l'asthma control test s'harmonise bien avec les décisions thérapeutiques prises par les médecins spécialistes. Donc, pour vous convaincre un petit peu pourquoi on a pris ce critère pour évaluer l'efficacité du traitement, parce que plusieurs études ont montré que l'asthma test a une meilleure corrélation avec les décisions thérapeutiques prises par les médecins spécialistes que la spirométrie. Voilà la spirométrie ici, que le peak flow ou DEP, que l'hyperréactivité bronchique testométacholine, que l'hénoexalé, etc. Donc plusieurs études ont montré que l'ACT il a une meilleure corrélation entre l'efficacité thérapeutique ou les décisions thérapeutiques et le contrôle de l'asthme. Alors, l'asthma control est un déterminant fiable de la stabilité de la maladie, un prédicteur des exacerbations. Ces deux études ont montré que l'ACT inférieur à 20, il a un odds ratio de plus de 2, donc 2 fois plus de risque donc d'avoir une consultation aux urgences, d'avoir une exacerbation par rapport aux autres méthodes utilisées. Donc toujours, on sait, c'est la spirométrie, c'est la FiO2, etc. Donc l'ACT, c'est un indice qui va prédire de l'évolution, de la mauvaise évolution, c'est-à-dire un malade qui va évoluer vers une exacerbation, un malade qui va avoir une consultation aux urgences à cause de son asthme.
Donc à partir de ce moment, alors nous avons donc le critère principal, c'était la CT. Mais il y a des critères secondaires qui ont été pris en considération au cours de cette étude. C'est le changement de l'ACT à la 12e semaine, de façon un peu précoce, 3 mois, à la 40e semaine et en fin d'étude, 52. Donc on va étudier comme critère secondaire, est-ce que cette amélioration va être perçue donc, durant toute l'étude ou non. Et puis bien sûr la qualité de vie, donc le questionnaire de qualité de vie, asthma qualité de vie, donc à la semaine 24 et la semaine 25. L'européenne qualité de vie aussi avec 5 dimensions, 52e semaine, donc ça toujours c'est la qualité de vie. Et puis l'adhérence aux médicaments, est-ce que le malade va adhérer aux médicaments ou non? Est-ce qu'il aura une meilleure adhérence avec ce protocole ou bien avec le deuxième protocole en utilisant le MARS-A, donc médical, adhérence, report, etc. Donc à la semaine, 52e semaine. Et puis donc le rapport de work, productivité, activité de l'asthme. Est-ce que donc l'asthme a eu donc un impact sur son travail, l'absentéisme, sur sa productivité et sur l'activité en général du patient. Donc bien sûr, il y a un questionnaire dédié. Alors le profil de patient que nous avons pris, donc c'est un profil, on va dire identique, les deux bras, donc le bras soit habituel, c'est-à-dire corticothérapie inhalée seule ou bien bronchodithérapie plus corticothérapie inhalée, et bras Relvar, donc c'est les mêmes patients, donc à l'âge moyen de 50 ans à peu près. Voilà, donc la plupart, 50%, ils ont plus de 50 ans dans 50% des cas. Un petit prédominance féminine, 59% dans les deux bras. Ils sont quand même tabagiques, dans plus de la moitié des cas. Tabagico-ex-tabagiques, donc les non-tabagiques, 46-49%. Ils sont obèses aussi, donc quand même 43%, 42%. Et puis le score à la base, donc les contrôlés c'était 29%. Vous savez quand même des malades qui sont pris en charge par des généralistes, dans 70% des cas, ils ne sont pas contrôlés. 72% des cas, ils ne sont pas contrôlés. Donc ça c'est le profil des malades qui ont été randomisés, parce que c'est la population, l'intention à traiter, c'est la population qu'on va étudier donc la prévalence. Donc on va enlever tous ces 29%, il va étudier uniquement ces 70%. Alors l'efficacité, alors l'étude Relvar, donc Relvar va être en vert et les soins habitués vont être en rouge durant cette présentation. Donc le pourcentage des sujets qui ont un score ACT supérieur à 20, donc le critère principal, avec l'ACT qui augmente de plus de 3, à la 24e semaine. Donc nous avons eu quand même 71% de répondants versus 56% dans le bras, soit habituel ou soit usuel, avec un autre ratio de 2. Donc comme 2 fois plus. Donc les sujets sur Relvar sont 2 fois plus améliorés. Donc les chances d'atteindre un contrôle de l'asthme pour des sujets qui ont commencé le traitement pas avec Relvar sont 2 fois les chances d'atteindre le contrôle de l'asthme pour les sujets qui ont continué le traitement avec les soins usuels. Donc cette différence, bien sûr, est significative avec un P qui est inférieur à 0,001. Donc ils sont plus répondeurs. Les critères secondaires, cette réponse, bien sûr, se voit durant toute la durée du traitement. Donc le résultat de l'objectif primaire de l'étude est cohérent au fil du temps. Donc nous avons donc une amélioration au fil du temps, donc à la 12e semaine, à la 24e semaine, à la 40e semaine, en fin de traitement, avec toujours des autres ratios aux alentours de 2. Alors si on essaie donc de prendre des sous-groupes, les sous-groupes de corticothérapie inhalée, toujours donc l'efficacité de Relvar par rapport aux soins habituels, avec des autres ratios de 2,13, donc les répondants 74% contre 57%, avec un P significatif, un autre ratio de 13, et les sujets aussi sous corticothérapie inhalée plus bronchodilatateur, l'amélioration certes moins importante, c'est-à-dire moins importante que le bras corticothérapie inhalée seul, mais quand même une amélioration significative
avec un autre ratio, là aussi, donc de 1,80 qui s'approche de 2, 95 qui s'approche de 2. Donc, est significatif. Les sujets donc, qui ont donc l'augmentation donc en valeur absolue, donc l'augmentation, donc généralement, donc il y a une augmentation, donc le changement à partir de l'état de base, il est de 18, donc une différence de 1,9. Les différences sont tous significatives par rapport, par rapport à l'état de base. Donc ça augmente en moyenne de 4, le chiffre de 4. On a dit que 3, c'est le chiffre d'augmentation donc, qui est significatif, mais l'augmentation généralement 4,6 à la 12e semaine, 4,4, 4,2 à la 52e semaine. Donc plus de 3, supérieur à 3, avec une différence significative entre les deux bras, le bras relevard et le bras soin habituel. Alors, le nombre de patients avec ACT, donc on a pris c'est-à-dire les deux critères séparément. L'ACT supérieur à 20, toujours donc les répondeurs en relevard sont supérieurs aux soins habituels, 51% versus 36%. Et les patients qui ont un ACT supérieur à 3, donc on a pris chaque critère séparément, donc 66% contre 52%, donc une amélioration plus importante le groupe relevard par rapport au groupe soit habituel. Alors les autres paramètres, alors concernant donc, les exacerbations, on n'a eu pas beaucoup d'exacerbations, donc peu d'exacerbations. Donc la différence, donc 0,41 exacerbations, même pas une exacerbation par malade, donc moins de la moitié d'une exacerbation. Donc la différence dans l'exacerbation de l'asthme, dans les bras de comparaison, n'était pas statistiquement significative, mais on ne peut pas comparer parce que s'il y a peu d'exacerbation, c'est la même chose, 0,41, 0,42. Donc, alors concernant la survenue de la première exacerbation, c'est superposable pour les deux bras. Donc le temps de la première exacerbation ne diffère pas entre les deux bras, donc bras relevard, bras soit habituel. Alors concernant la qualité de vie, donc le questionnaire de qualité de vie de chez l'asthmatique, donc nous avons donc par rapport aux répondeurs, nous avons une amélioration de la qualité de vie plus importante chez les sujets qui ont pris donc le bras donc relevard par rapport aux sujets soit habituels avec un autre ratio qui est 1,79 donc significatif, avec un P significatif. Donc il y a quand même une amélioration de la qualité de vie en prenant donc. Alors concernant donc le questionnaire sur la productivité et la productivité, donc il y a le score montre qu'il y a une diminution moins importante de la productivité, donc une diminution moins importante de la productivité dans le groupe relevard, moins 6,7 contre moins 4, avec un P aussi significatif, un autre ratio qui est en faveur, bien sûr, significatif en faveur du relevard. La même chose pour le pourcentage de l'activité, est-ce que l'activité est altérée? Moins 10%, donc il y a moins d'altération de l'activité au niveau du groupe relevard par rapport au groupe soit habituel. Alors concernant le nombre d'inhalateurs, salbutamol, combien le malade a pris de traitement on va dire de la crise, de l'exacerbation, donc il y a une petite différence, mais qui est quand même significative. Donc 8 inhalateurs contre 7,2, moins 0,8, mais ça paraît quand même un petit peu significatif. Alors en résumé, donc l'objectif principal de l'étude a démontré, donc l'objectif primaire a démontré un contrôle de l'asthme pour les patients initiés sur fluticasone, vilanterol par rapport à ceux qui ont poursuivi le traitement habituel. Ce résultat a été observé régulièrement dans le temps, donc à la 12e, 24e et même à la 52e semaine, à une année de traitement, et dans les deux sous-groupes du domaine, donc les groupes post-thérapie inhalée et le groupe l'association. Globalement, les exacerbations n'étaient pas différentes entre les deux bras, cependant, on n'avait pas beaucoup d'exacerbations, donc l'étude n'a pas été entreprise pour examiner les exacerbations, et il y a un petit nombre d'exacerbations, donc ce qui n'a pas permis donc, de déceler un petit peu la tendance. Les questionnaires sur la qualité de vie et les questionnaires sur l'activité et l'absentéisme
en concordance avec l'objectif principal, c'est-à-dire en faveur du bras Relvar. Alors pour terminer, donc, on va voir donc, la tolérance. Donc nous avons vu l'efficacité, surtout sur l'ACT et sur les critères secondaires. La tolérance, alors les effets indésirables, c'était superposable, donc des manifestations cardiaques, des manifestations donc, de bronchospasme, des pneumonies. Donc ça, c'est les manifestations les plus fréquentes, mais c'est superposable entre les deux bras. Alors concernant donc la pneumonie, parce que c'est elle qui pose un petit peu le problème, donc la pneumonie ont été observées dans les deux bras de façon égale. Donc l'incidence des effets indésirables dans l'étude a été la même dans les deux bras. L'incidence de la pneumonie, qui est le critère discuté d'intérêt particulier, s'est produite rarement chez les patients randomisés au niveau des études. Donc c'est moins 1%, moins 1%. Donc il n'y avait pas de différence significative dans les effets indésirables, ni le temps de la première pneumonie sous traitement. Donc le sommaire de la tolérance, aucun signal de tolérance n'a été détecté. Les données de la sécurité sont présentées selon le traitement d'un patient prené quand il a présenté l'effet indésirable, à l'exception de la pneumonie où l'analyse par groupe randomisée a été également effectuée. L'incidence des effets indésirables a été répartie entre les deux bras de traitement de façon égale, donc sans différence, et l'incidence globale des pneumonies était faible. Il y avait 20 événements dans le groupe Relvar et 21 événements pour le traitement usuel. Alors la pertinence donc les données de Salford, c'est-à-dire répond à un désir croissant des prescripteurs et des décideurs de santé de voir des preuves d'efficacité et la sécurité des médicaments dans la pratique clinique quotidienne et aider à informer les décisions de dépenses sociales. L'étude a été conçue en consultation avec les autorités réglementaires et avec les organismes d'évaluation donc des pays. Bien que les médicaments de prescription représentent 10% des dépenses de la santé, mais quand même les coûts sont de plus en plus élevés. Donc on veut bien sûr essayer donc, de maîtriser ces coûts de médicaments. Et le Salford Study permet aux décideurs de quantifier les principaux facteurs de dépenses dans une population destinée à représenter celles observées dans la pratique clinique quotidienne. Donc l'étude avait suivi une population inclusive, démographiquement diversifiée. Donc il n'y avait pas beaucoup de critères d'exclusion. Population de patients destinés à représenter ceux observés dans la pratique clinique quotidienne. Donc on va dire c'est une étude qui a été faite virielle. L'étude utilise un dossier médical électronique, donc c'est l'intérêt de ces malades, et le comparateur était le traitement usuel. Donc on a comparé par rapport à ce que doit prendre le malade avec le libre choix des médecins. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? L'étude Salford Lung Study Asthma est la première étude du genre à explorer l'efficacité et l'éloquité de l'initiation du fluticasone vilanterol par rapport à la poursuite d'autres traitements de l'asthme lorsqu'ils sont utilisés dans une population destinée à représenter celle observée dans la pratique clinique courante, donc en vraie vie on va dire. L'étude a été conçue pour refléter la pratique clinique quotidienne et comprend une vaste population de patients, donc quand même on a commencé avec 4000 patients, y compris ceux avec comorbidité, avec plusieurs traitements. Le critère principal a été atteint avec un pourcentage significativement plus élevé chez les patients sous fluticasone qui ont obtenu une amélioration du contrôle de l'asthme, 71% par rapport aux patients qui ont poursuivi le traitement habituel. Les patients sous fluticasone ont une chance 2 fois plus pour obtenir une amélioration de contrôle de l'asthme versus les patients qui ont poursuivi le traitement initial ou habituel. Ce résultat significatif a été observé à 3 mois et s'est poursuivi pendant toute la durée de traitement jusqu'à 1 année. L'incidence des effets indésirables graves durant l'étude était la même de groupe. Aucune différence n'a été observée dans les effets indésirables graves en cours de traitement entre Relvar et le traitement habituel. Les pneumonies, c'est moins de 1%. Et des études antérieures sur Relvar dans l'asthme ont montré que le risque de pneumonie est faible comparativement
à celui d'autres thérapeutiques qui contiennent les corticoïdes inhalés. Je vous remercie. En fait, le Relvar est présent actuellement dans toutes les pharmacies du Royaume. Oui, on m'a posé cette question. Par rapport au prix, on m'a posé aussi la question par rapport au prix. C'est un traitement fait d'un mois. Il existe sur ce dosage, donc le 100 et le 200, et c'est un prix unique, 430 dirhams. Donc pour les deux. Par rapport à c'est le médecin qui décide de commencer donc par le 100 ou le 200 en fonction de la symptomatologie du patient. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. En tout cas, il est présent dans toutes les pharmacies du Royaume. Des questions? Eh ben, merci Sijamal, mon ami, vraiment qui a répondu positivement à cette invitation. Et je vous invite à prendre donc, le déjeuner de midi en bas. Donc, il y a une salle qui est donc réservée pour. Et puis on se retrouvera vers à partir de 14h30. Non. 14h45. Mettons 14h45 pour commencer. Bon. Ça va commencer vers 15h, mais il vaut mieux quand même qu'on soit là un quart d'heure avant. Hein. Merci. Hein.